Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass « Le pouvoir des sons et des vibrations », Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. La personne avait un kyste sur un ovaire. Et puis un jour, a posteriori, on voit à peu près quelle est la cause de ce kyste. Et puis un jour, il y a un garçon qui lui dit écoute, moi je t'aime, est-ce que tu veux bien m'épouser ? Est-ce que tu veux bien m'épouser ? Son sang n'a fait qu'un tour. Elle n'attendait que ça, mais elle attendait. Ça a été une libération, notamment du kyste. Qui a disparu. Elle a senti comme de l'eau, paf, ça a pété, ça a été évacué, terminé. Mais ça s'est fait naturellement. Bienvenue, merci d'être avec nous. Nouvelle rencontre avec mon invité installé sur les canapés. On va parler de naturopathie, mais pas que, parce que vous savez qu'ici, on aime particulièrement les parcours de vie. Alors celui-ci, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est incroyable. Comment peut-on avoir une si belle carrière ? Comment peut-on avoir écrit des ouvrages ? Comment peut-on être aussi inspirant et inspiré en ayant commencé dans la vie pas d'une façon très simple. Patrick Joubert des Houches est installé. Bonjour Patrick. Bonjour Marc. C'est vrai ? Oui, tout à fait. Je reconnais. Vous revenez de loin ? Absolument. Bon. Et les eaux étaient tumultueuses. Exactement. Et pour celui qui aime autant la mer que vous, c'est le cas de le dire. Alors, juste regardez la phrase que j'ai choisie, parce qu'en préparant l'émission, je me suis dit que cette phrase, elle est incroyable. Et je suis sûr que certains d'entre vous, alors peut-être pas la nouvelle génération, mais voilà, les quinquas ou les quadras ont dû entendre ce genre de choses. Tu es 3 fois 0. Tu es un 3 fois 0. C'est votre père qui vous dit ça ? Oui, c'est mon papa. C'est mon papa, il l'a fait spontanément. Et je me souviens encore, j'étais au milieu de la rue, entre le garage et la maison, et je ne sais plus quoi faire. Ça m'a scotché psychiquement et ça m'a scotché physiquement. J'étais planté, collé au sol. Qu'est-ce que je fais ? Avec ma caisse à outils dans la main. C'est un trauma. C'est un traumatisme, oui, qui revient, qui reste, parce que j'en parle encore 50 ans plus tard, c'est vrai. Mais on ne sait pas à quel point ça vient nous tarauder. Comment faire avec une terrière, faire un trou dans du bois. Ça nous taraude, on ne s'en rend pas compte, parce que ça se fait lentement, un peu comme la grenouille qu'on met dans une eau chaude dont la température va monter. Et c'est vrai que en fait, je crois que je vous l'avais dit, ça joue un rôle de booster parce que j'en avais la possibilité psychique. J'aurais pu sombrer réellement. Mais cela dit, encore une fois, c'est mon papa, je ne l'en veux pas du tout. Bien sûr. Et quelque part, c'est assez vrai, rien n'est du hasard. Je veux dire, si ça m'est tombé dessus, c'est que sans doute j'en avais la capacité de l'encaisser et de rebondir. De le digérer, mais vous aurez mis quand même beaucoup de temps à digérer, temps, oui. Clairement, et on va voir comment. Alors vous êtes naturopathe aujourd'hui. Oui. Alors, la naturopathie reste une thématique évidemment très intéressante. Et en même temps, on a l'impression que c'est un peu le parent pauvre de l'approche, pas thérapeutique, mais d'une approche ni médicale, parce qu'il ne faut pas évidemment vous mettre dans cette catégorie-là, puisque la médecine proprement dite n'a pas vraiment envie de vous associer à cela. Mais on a l'impression que la naturopathie est en lutte permanente pour exister. Oui. Oui, parce que la méthode est différente déjà. Les naturopathes, globalement, ne sont pas des matérialistes. Ce sont plutôt des gens qui, d'abord, marchent beaucoup à l'intuition, déjà. Et là, c'est déjà une empreinte spirituelle. Et puis, un peu comme Aristote, moi, j'étais formé par son enseignement. Ce sont des gens qui ont le sens de l'observation, mais d'une observation bienveillante, pas d'une observation scientifique, comme les médecins qui vont chercher à observer le fond de la bouche, la langue, l'œil, le machin, que sais-je, ou bien avec leur stéthoscope, voilà.
Là, c'est une observation bienveillante, très humaine. Qu'on peut aussi retrouver dans la médecine. Oui, oui, non, mais tout à fait. Il y a des médecins qui sont excellents. Moi, je ne Bien sûr. jette pas du tout la pierre. Après, effectivement, comme toute discipline, chacun va s'approprier la discipline et en ressortir ce qui peut en ressortir avec ses propres caractéristiques, ses propres atouts, ses propres vertus. Salut, c'est Fabien Lefebvre en direct de La Réunion pour notre dernier événement de groupe. Si toi aussi tu veux changer, évoluer, te transformer, viens participer à un de nos événements. Tu vas sur le site ABC Talk, tu auras toute la liste des événements 2026. On se retrouve, on se met au boulot. C'est parti. Comme d'hab, ça fait la 3e fois que je fais ces événements et c'est chaque fois magique. Il y a toujours des nouvelles choses et vraiment c'était rempli d'amour et de bienveillance et c'est vraiment transformateur. Et je souhaite à tout le monde en fait de vivre une expérience comme ça une fois dans sa vie. Alors ici, Patrick, on se dit les choses et moi je les dis comme je les ressens et donc il n'y a pas de censure. On dit souvent que la naturopathie est le parent pauvre de la médecine parce qu'il n'y a pas d'histoire de fric. Il n'y a rien à vendre de particulier et notamment il n'y a pas de petites pilules, de lobby pharmaceutique, de ceci, de ceci, de ça. Est-ce que c'est vrai ça ? Non, mais c'est vrai. Enfin, encore une fois, je ne suis pas dans tous les cabinets de France et de Navarre et du monde entier. Il y a peut-être effectivement on est très sollicité par les laboratoires, c'est vrai. Très souvent, je reçois moi de la publicité. Et personnellement, moi, j'ai pas eu de proposition comme certaines personnes dans le monde de la politique qui ont touché des bacs chiches ou qui touchaient des enveloppes comme ça sous péto de manière à pouvoir faire booster leur vente, les ventes des produits. Peut-être que ça existe, mais à ma connaissance, si ça existe, c'est marginal. C'est marginal. Mais est-ce que vous avez souffert de cette image de la naturopathie ? Si dévalorisée chez certains, alors que chez d'autres, ils en ont fait presque, comment dirais-je, une approche culte. Certaines naturopathes Non, patients. Il y a des patients qui ne voient que par la naturopathie. Oui. Certains patients ne voient que par la naturopathie, mais ça correspond justement, on est dans une ère où c'est un petit peu le revers positif de la médaille. C'est-à-dire que comme on sait très bien que la formation aujourd'hui est de plus en plus pauvre, les formations en général, même médicales, elles sont de plus en plus pauvres. Et donc, les gens qui ont vraiment le sens du métier, qui veulent faire bien leur métier de médecin, de naturopathe, etc., sont obligés d'être un minimum autodidacte, d'aller au minimum sur le terrain pour observer, pour se faire une culture personnelle de leur métier. Et du coup, ça leur donne d'avoir des patients en face qui aussi, n'étant pas formés par nature, eh bien, se rejoignent sur des intuitions. Voilà. Donc, il y a une offre intuitive chez les gens vraiment très compétents et il y a une demande intuitive chez les patients qui sont mordus de naturopathie. Là, il y a une rencontre. Ce n'est pas scientifique ou vers scientifique, c'est des esprits libres qui parlent à des esprits libres. Ça, c'est très important. Mais l'aspect scientifique qui existe dans la médecine allopathique, elle devrait être présente aussi dans la médecine, l'approche naturopathique. Parce que ça permettrait, si la science s'intéressait profondément et la naturopathie publiait dans des revues officielles qu'on connaît tous, ça permettrait d'éviter toute polémique. C'est prouvé scientifiquement, point barre. Oui, mais là, il y a un paradoxe, c'est que cette médecine, d'abord, elle a la froideur, aujourd'hui, la froideur des sciences dures, hein, comme les mathématiques ou la physique. Et ça, c'est un peu dans ses gènes, dans sa racine, malheureusement. Et on augmente ce problème-là par une chimie
depuis la guerre. On a supprimé le diplôme de phytothérapeute et on est passé au tout chimique. Bon. Donc, on s'est enfermé dans une science dure de la médecine. Voilà. Et alors, c'est assez étonnant parce qu'il y a comme une reconnaissance dans le mot allopathe, parce que allo en grec, c'est étranger. Et donc, c'est étranger à quoi ? À la nature, justement. Donc, ils se reconnaissent comme étant comme étrangers à la nature. C'est assez étonnant. C'est pas faux. C'est assez étonnant. Donc, mais en fait, si on creuse un tout petit peu, on arrive toujours à savoir ce que pensent les gens au travers de leur définition, au travers de leur devise, au travers de... Voilà, ce qui cherche un tant soit peu va à la vérité, mais il faut chercher. C'est là où on veut, malheureusement... les gens sont un petit peu laissés pour compte, les gens sont un petit peu perdus parce que c'est la confusion dans tous les domaines. Donc, il faut vraiment aimer la vérité avec une bonne définition de la vérité parce que voilà. Tout est subjectif. La vérité, c'est quelle vérité ? Alors, le problème, c'est que si on part sur ce terrain-là, on est en philosophie. C'est sûr. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'adage, l'aphorisme qui court tous les esprits, c'est de dire à chacun sa vérité. Maintenant, moi, je m'amuse souvent à dire, vous voyez, la tasse qui est là, le mug qui est là, c'est un mug pour tout le monde. Et ça, c'est une vérité, c'est pour tout le monde. Pas un type, non, c'est une grenouille. Non, c'est pas une grenouille. Voilà. Donc, il faut... moi, je fais la distinction entre ce qui est vérité des choses réelles, comme ça, et ce qui est vérité des choses affectives. C'est autre chose, l'affection ou les émotions. C'est ma vérité. Oui, parce qu'on n'a pas les mêmes émotions, on n'a pas les mêmes empreintes de l'extérieur sur soi, on n'est pas affecté de la même manière. De ce point de vue-là, on a une vérité qui nous est propre, oui. Mais le reste, un coussin, c'est un coussin, une personne, c'est une personne, et c'est vrai pour tout le monde. Voilà, fin de la discussion sur la vérité. Voilà. On va revenir sur votre parcours, évidemment, sur l'impact de cette phrase, bien sûr, mais restons sur la naturopathie. Comment elle entre dans votre vie ? Eh bien, elle est entrée comme une porte de sortie, en fait, par rapport à ça. C'est-à-dire que, effectivement, j'ai galéré pendant 40 ans. Et puis, j'avais 12-13 ans. Et je me cherchais. Je cherchais de savoir qui j'étais, à savoir ce que j'avais au fond de moi-même à exprimer. Et je me suis dit, il faut qu'un jour, si je veux m'en sortir, il faut que je sois un spécialiste de quelque chose. Et là, je serais reconnu. De quoi ? Des maths ? Il n'y avait pas de discipline dans laquelle j'excellais. Reconnu pour vous, reconnu par votre père ? Reconnu d'abord par moi-même, parce que j'avais besoin, moi, d'avoir confiance en moi-même. C'est quand même un atout. Je ne vis pas par procuration, et c'est une chose qui ne m'a jamais vraiment attiré, parce que je voulais vraiment dire, mais j'avais déjà l'intuition que dans chaque personne, il y a un trésor. Donc, en moi, il y avait un trésor. Et donc, ce trésor, il fallait que j'exprime, que je le révèle, que je l'épanouisse. Et c'est ça. Et donc, si je le révèle, comme on a tous un trésor qui nous est propre, si je le révèle, eh bien, j'allais être, à ce moment-là, spécialiste de ce qui m'est propre. Voilà. Et donc, je ne fais concurrence à personne, je ne pourrai jalouser personne, ça me permettra d'être moi-même. Et c'est ça, en fait, un petit peu que je vise chez chaque personne, chaque personne étant un trésor, etc. Donc, c'est devenu une porte de sortie qui m'a permis d'arriver au soleil, de sortir du tunnel, parce que, et ça s'est fait par le biais de la kinésiologie, parce que le qui suis-je, où vais-je, et qui est le trésor qui est au fond de moi-même, je l'ai trouvé en me rendant compte que, alors le mot je le dis, il y avait une certaine inhibition de ce que j'avais en moi. Et comment faire sortir, enfin écarter, éradiquer cette inhibition, je l'ai trouvé un peu fortuitement par le biais, je ne me souviens des pages jaunes, je vous comme ça, et je vois kinésiologie, c'est quoi ça ? Je téléphone à la personne, je dis oui, je fais, oui, tiens, j'y vais, et ça a été une révélation. Qu'a révélé le test de kinésiologie chez vous ? D'abord, c'était un ressenti, c'était une libération. Si je m'y replonge, j'ai senti une dilatation de mon âme, une dilatation de mes capacités, mais c'était un ressenti, vous voyez. Et petit à petit, effectivement, après, en retrouvant tous mes acquis, tout ce que j'avais fait après, parce que j'ai fait la philosophie de façon académique, effectivement, je me suis rendu compte que j'ai récupéré tout ce que j'avais fait en sciences économiques, en
en commerce international, en philosophie, même par rapport à l'armée où j'ai fait les EOR. Et tout a repris du sens à ce moment-là. Parce que je voyais clair au fond de moi. Et de plus en plus clair au fond de moi. Et donc, toutes mes connaissances, je les ai articulées les unes avec les autres. Et là, j'ai trouvé que ce qui me correspondait vraiment, y compris la musique. Oui, on y reviendra avec le piano, le violon, je crois, et le chant. Hein, oui. C'est ça. Mais pourquoi ne pas avoir été kinésio si l'impact de la kinésiologie a tant changé, enfin, vous a permis de révéler véritablement l'être et le trésor caché que vous aviez en vous? Mais j'ai commencé par la kinésiologie. J'ai fait une formation qui était, alors, je ne veux pas jeter la pierre à la personne qui m'a formé, mais c'était ce qu'elle proposait, 4 week-ends de formation. 4 week-ends de formation. J'ai dit, OK, banco, j'y vais. Bon. Et puis, j'ai ouvert mon cabinet. Comme ça. Voilà, il fallait oser. Hein. Je me suis dit, mais... très vite, je me suis rendu compte que j'avais des connaissances, peut-être des connaissances techniques. J'ai appliqué ces connaissances techniques. Mais comme j'avais eu un parcours de recherche pendant, en fait, pendant 30 ans avant, je me suis dit... il faut que je mette du sens. Parce qu'une technique, on peut l'appliquer à n'importe quoi. Quel sens a cette technique? Une technique, c'est un savoir-faire technique. Voilà. Ici et là, je fais quoi à quel moment? Et puis, en replongeant dans toutes mes réflexions philosophiques, je lui ai donné un sens. Et ça m'a permis de non seulement creuser en kinésiologie, ce qui m'a à terme amené à faire un protocole en kinésiologie, mais m'a ouvert le chemin sur vraiment la naturopathie, parce que je me suis dit, mais je fais des points d'acupressure sur le corps, très bien, mais d'abord c'est quoi un point d'acupressure? Qu'est-ce que j'ai dessous, réellement? Donc ça m'a amené, j'ai tiré la petite ficelle de la physiologie, et puis surtout, en fait, assez rapidement, mais j'ai ouvert le bouquin beaucoup plus tard, de la physique, effectivement, quantique, parce que l'énergie, c'est quoi? Une énergie, c'est quoi? Une énergie, en soi, c'est un potentiel. C'est pas un truc qu'on voit, qu'on montre, c'est un potentiel. Vous avez un grand bassin d'eau, vous avez un barrage, bah là, il y a de l'énergie, mais en puissance, c'est voilà, une potentialité. Mais l'énergie, elle est parce que l'eau descend dans la vallée, etc., etc. C'est ça l'énergie, c'est une capacité c'est une force, mais la force, ça ne se voit pas, ça ne se montre pas du doigt. Et donc, j'ai développé j'ai creusé différentes disciplines, toujours en m'appuyant sur la philosophie. Et ce qui m'a été le fil conducteur, c'était la causalité. C'est quoi la causalité? Pourquoi ça marche? Pourquoi quand je fais des points d'acupressure, du coup, mon bras, ma jambe, etc., tiennent sous des pressions bien supérieures à celles que je pouvais appliquer avant de faire les points d'acupressure. Donc avant, ça ne tenait pas, après, ça tient. Et personnellement, je ne mets pas des grammes, je mets des kilos. C'est ça qui est étonnant. Et les gens qui m'ont formé, ça a été des grammes ou des dizaines de grammes, mais pas, c'était hop, oui, non. Et moi, j'ai mis des kilos. Et là, j'étais stupéfait des résultats. Et là, j'ai vu que l'énergie, c'est vraiment quelque chose de concret, si j'ose dire, dans son application. Donc voilà, donc je suis parti en naturopathie, j'ai cherché un cours, j'ai trouvé le CMDQ, le cours de médecine douce du Québec, hein, le CMDQ, parce que je n'étais pas très satisfait par, je ne vais pas citer de nom, hein, voilà, parce que j'ai trouvé en France. Et là, j'ai fait 4 ans de formation qui m'a permis effectivement là, de creuser, il m'a donné envie de creuser l'anatomie un peu en profondeur, la physiologie bien sûr. Le bouquin du Marieb, je me suis enfilé, je l'ai enregistré, enfin j'ai beaucoup bossé sur le Marieb. Merci à cette personne-là qui l'a écrit, il y a eu plusieurs éditions. Et puis après, j'ai fait... une personne m'a parlé de la première vertèbre cervicale, l'atlas. Et comme je suis curieux, un peu comme Aristote, j'ai dit, mais c'est quoi ce truc? J'ai regardé, j'ai creusé. Et dans mon livre du reste, effectivement, j'ai développé par le menu détail tout ce qui se passe là et tout ce qu'il y a là, sur cette première vertèbre.
Donc j'ai fait une formation d'Atlas Thérapie pour être Atlas Prof sous la tutelle de monsieur René Claudius Schumperli, qui est décédé maintenant. C'est une vraie histoire qui serait intéressante de nous remémorer. Et puis, quelques années plus tard, j'ai fait un doctorat, effectivement, de naturopathie dans un autre cours du Québec, le CSNQ, le cours supérieur de naturopathie du Québec, parce que je voulais quelques reconnaissances, je voulais développer mon cabinet. Et le titre de docteur, mais c'était un doctorat privé. Je me suis dit, bon, ça va booster mon cabinet. Mais bon, en France, malheureusement, la naturopathie est mal appréciée par le système. Eh oui, c'est ce qu'on Voilà, disait c'est en ce que début vous avez d'émission. dit, Ouais, voilà. tout à fait. C'est toujours le parent pauvre de l'approche, j'allais dire, thérapeutique. Oui. Et c'est toujours étonnant de voir ça. Oui. Je m'étonne toujours, alors que, alors évidemment, il y a pas, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre quand on parle de naturopathes. Et d'ailleurs, on a reçu d'autres naturopathes qui ne sont pas tendres avec ceux qui forment à la naturopathie, l'approche qu'ils en ont. Il y a aussi, c'est extrêmement controversé sur plein de choses. Et les effets, alors, effet placebo, alors je pense que c'est le truc qui vous colle le plus à la peau, hein, les naturopathes. Oui. Oui, mais quand on regarde, moi je défends l'effet placebo. Parce qu'en latin, c'est placebo, c'est cela me plaira, hein, je serai heureux de le faire, quoi. Voilà, de placere. Et c'est intéressant parce que quand on fait de la psychologie, on se rend compte que le terrain psychique, c'est ce que dit Marie-Françoise Baquet, qui était professeure universitaire, je crois que c'était à Tours qu'elle était, je l'ai référencé dans mon ouvrage. Elle dit bien que le terrain psychique, c'est énorme et ça va conditionner justement notre bonne santé. Ça va permettre de lutter contre une vulnérabilité aux maladies neurodégénératives. La joie, il y a des gens il y a des naturopathes ou plutôt des gens qui sont en médecine douce et qui font des séances de rire. Le rire est une thérapie. La rigologie. Mais oui, c'est ça, la rigologie. Mais c'est pas une vue de l'esprit. Bien sûr. Il y a une efficacité réelle. Absolument. Réelle. Vous prenez des instruments objectifs utilisés dans les hôpitaux pour aller vérifier le rythme cardiaque, vérifier différentes choses, au niveau même des différents équilibres électrolytiques, etc. Il y aura une modification des chiffres suite à une séance ou plusieurs séances de rire. Mais on y vient quand même. Oui, parce que je me rends compte justement. que, notamment sur une thématique comme la méditation. Oui. La méditation, pendant des années, tout le monde balayait ça un peu du revers de la main en disant c'est pour une bande de perchés, d'illuminés, qui sont en lévitation et qui s'imaginent machin. Aujourd'hui, scientifiquement parlant, on sait à quel point la méditation a des bienfaits. Je crois que c'est Elizabeth Blackburn, qui est prix Nobel de médecine, qui a écrit là-dessus, en disant à quel point ça impactait justement nos cellules, et notamment les télomères, etc. Bon. Donc, peut-être qu'on arrivera un jour à considérer que la naturopathie a une dimension beaucoup plus importante que celle que l'on peut imaginer. Mais je pense que, est-ce que je me trompe en disant que c'est la dimension spirituelle de la naturopathie qui n'est pas comprise par le corps scientifique? Alors, c'est une vraie question, parce que si on veut comprendre, effectivement, elle n'est pas comprise, mais elle n'est pas comprise presque, si je suis mauvaise langue, je dirais à dessein, si je suis bienveillant, je dirais pour des raisons objectives, mais tout en préservant la bienveillance. C'est-à-dire que, et je viens un peu au cœur ou à mon cœur de métier, c'est de bien comprendre, en tant que naturopathe, ce qu'est la nature humaine. Parce que, personnellement, je fais une petite digression, personnellement, je me suis interrogé sur le mot naturopathe. C'est nature, et pathos. Le pathos, c'est la douleur et la souffrance. Et la nature, c'est un mot comme ça au hasard, la nature, Est-ce que naturopathe va soigner un chien? A priori, non. A priori, un chat ou une plante, non. Il va d'abord avoir des patients qui sont des êtres humains. Donc, un être humain, il a la nature humaine. Donc, quelqu'un qui fait de la naturopathie doit s'interroger, doit traiter une personne qui est revêtue de la nature humaine. Mais c'est quoi la nature humaine? C'est une vraie question traitée par Aristote, après plus tard par Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. Mais quand on creuse en métaphysique ce qu'est la nature humaine en tant que nature, on est en métaphysique.
qui vient éclairer la physiologie, qui vient éclairer par méta, qui vient envelopper, qui vit par-dessus, qui vient éclairer l'anatomiste, qui vient éclairer le médecin, qui vient éclairer toutes les disciplines de la médecine et qui va traiter le corps. Et cette nature va justement permettre de comprendre qu'il y a une causalité. Tout à l'heure, vous avez parlé de télomère. Télos, en grec, c'est la finalité, la fin. Hein, voilà. Et ça, c'est très intéressant, parce que pourquoi on est constitué comme ça ? Pourquoi le génome est comme ça ? Pourquoi il y a l'épigénome ? Quel est son rôle ? Quelles sont les finalités des différentes... Quand on creuse, c'est pour ça que on va... Le fait de traiter la nature humaine et enfin, l'organisation du corps humain, de l'être humain dans sa finalité, parce que disons-le, c'est pas uniquement un mot pour faire joli, mais la nature humaine, quelle est la finalité très pointue de la nature humaine, de l'être humain, disons-le, et c'est pas de la poésie, nous sommes faits pour l'amour. Or, est-ce que l'amour se voit dans les cellules ? Non. On pourra avoir des effets physiologiques de l'amour sur les cellules, oui. Mais ça ne se voit pas comme ça concrètement au microscope. Je regarde mon tissu, je fais une biopsie, je regarde et je vois l'amour. Non. Bon. On voit des évolutions tissulaires ou cellulaires. Bon. Mais c'est la nature humaine qui va nous amener à comprendre que cette spiritualité qui porte l'amour va avoir un impact absolument central, absolument puis métaphysique, qui va englober tout le corps humain, toute la physiologie, toute l'anatomie, tout l'organisme de cet amour. Et là, on va pouvoir comprendre que le moyen principal du naturopathe, selon moi, et qui va permettre d'aimer et de comprendre l'amour, de savoir accepter d'être aimé et accepter l'amour qu'on vous propose, parce que il y a une réciprocité, c'est la paix intérieure. Quand on est stressé, on ne sait pas aimer, on ne sait pas aimer, et on ne sait pas accueillir l'amour qui se propose à vous. Quand on est dans une paix intérieure, ah ben oui, on peut l'accepter et on peut la donner, le donner cet amour. Donc ça, c'est la spiritualité. Donc c'est très incarné, cette spiritualité. Dans la naturopathie. Dans la naturopathie. Elle est très, très incarnée. Et il faut que cette spiritualité soit très incarnée. Et ça se comprend en philosophie quand on dit que on n'aime pas, on peut, par l'effet de l'amour, le montrer par des gestes corporels, c'est vrai, et c'est toute la beauté de l'amour sexuel, c'est merveilleux. Mais c'est d'abord un état. Avec une démonstration, et cet état va embellir, favoriser la restauration des blessures corporelles, favoriser l'organisation bien ordonnée de notre organisme. Ça me fait penser à la cohérence cardiaque de Patrick Drouot. Et il parle de l'amour qui est dans le cœur. Oui, tous. Oui. Tous ceux qui ont évidemment une dimension, une ouverture spirituelle dans leur vie, évidemment la dimension de l'amour. Le premier mot qui revient systématiquement, c'est l'amour. Et là, c'est universel, tout le monde se retrouve là-dessus. En revanche, je vous dis de ceci, on se contente souvent de notions vagues comme équilibre de la psyché ou d'aphorismes comme tels que « écoute son âme »,« écoute ton âme ». Oui. Ça aussi, quand on dit « écoute ton âme », j'imagine que la dimension de l'âme, philosophiquement parlant au travers de la naturopathie, est importante, cette notion de l'âme, bien entendu. En revanche, effectivement, cet aphorisme-là, c'est un truc, écoute ton âme, ça veut rien dire. Nous sommes d'accord. On est d'accord. Absolument. Alors que je sais que ça va réagir dans les commentaires, on va me dire quoi, je suis désolé. Quoi, ton âme? Écoute ton âme, ça veut rien dire, mais toi qui te dis être spirituel, mais c'est quoi? D'abord, je me dis pas être spirituel, mais... Parle avec le cœur, écoute ton âme. Tout ça, ce sont des phrases qui sont difficilement... Et pourtant, qui devraient, dans cette dimension de l'être humain, qui devrait être en résonance immédiate pour qu'il
qu'il puisse y avoir ensuite Oui. un impact physique. Oui. Incontestablement. Ouais. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que tout à l'heure, je rebondissais sur votre mot télos. Hein. Si on reprend la définition telle que Aristote, puis après Thomas d'Aquin, puis d'autres l'ont précisé, cette âme, c'est de dire qu'elle est l'acte premier d'un corps organisé ayant la vie en puissance. Une autre façon de la définir, c'est de dire qu'elle est la forme, l'âme, est la forme substantielle du corps. Et en tant qu'elle est l'acte du corps, on comprend bien, dès qu'on meurt, on dit bah oui, l'âme est partie. On le voit bien dans les EMI. De plus en plus sur YouTube, on trouve des expériences, des gens qui manifestent, qui expriment leur expérience de cette EMI. Mais sous le rapport qu'on voit bien, quand l'âme n'est plus là, le corps est là, l'encéphalogramme plat et le cardiogramme plat. Apparemment, il n'y a plus de vie. Et les médecins au bloc opératoire vont dire on l'a perdu. Oui, mais le type, il est là, ou la personne est là. Mais moi, je suis bien, là. Avec mon expérience de MI. Et donc, c'est elle qui va donner la vie au corps. Donc, c'est pas un truc souvent, comme disait Descartes, la glande pinéale, etc., comme une excroissance, machin. Non, c'est vraiment la vie du corps. La vie du corps. Et on va toucher à l'âme quand on fait la kinésiologie. Et c'est pour ça que, d'une manière, en grec, Aristote parle de l'antéléchie. On retrouve télé, anté, ens, télé, télos, chi, le suffixe. Donc c'est l'affinité de l'être. L'âme, c'est la finalité de notre être. Donc, et c'est là où on trouve la spiritualité. Elle est là, mon âme, elle va de deux pieds en cap. Ça, c'est pas mon pied, ça commence là, le pied. Voilà, et c'est ça qui est important. Donc, il faut... elle a un aspect matériel, et donc elle a deux fonctions. Là. Je ne vais pas trop développer, mais elle a deux fonctions, une vers le bas, une vers le haut, si j'ose dire. Mais est-ce que ça veut dire que toutes les personnes qui vous consultent, et lorsque vous leur donnez ces conseils et l'accompagnement que vous préconisez au travers de votre approche de la naturopathie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne peut pas fonctionner chez les personnes qui n'ont pas cette ouverture-là? Ça fonctionne, ça tient moins bien. Ça tient moins bien. Moi, c'est ce qui m'a interpellé quand j'ai fait la kinésiologie. La personne, elle repartait, tout était blindé, puis moi, je fais mes tests en mettant des kilos. Les bras, les membres supérieurs, les membres inférieurs. Puis elle revient, 15 jours, 3 semaines plus tard, je remets les mêmes kilos. Oh, ça lâche. Moi, ça me déplaisait. Je me dis, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Il y a à nouveau une baisse d'énergie. Et en plus, il y a un petit côté pédagogique. Quand je mets des kilos, les gens voient que c'est solide. Ce n'est pas quelques grammes. Bon. Donc, c'est vraiment du concret. Encore une fois, l'énergie, elle est concrète sous ce rapport. Et donc, c'est vrai que je fais une ouverture d'esprit. J'explique aux gens ce qui se passe. Et plus je leur explique, plus ce concept prend corps dans leur esprit. Parce que quand on comprend le phénomène de l'énergisation du corps par les points d'acupressure et par la pensée, il y a un exercice que je fais et qui est assez étonnant. C'est quand je demande aux gens de tendre par exemple le bras, je teste le grand pectoral claviculaire et je leur dis de penser à quelque chose de très apaisant pour eux. Bon. Pour eux. La mer, le ski, ou un nirvana qui leur convient. Je teste, c'est costaud. Je mets 3, 4, 5 kilos, c'est costaud. Bon. Et après, je leur demande, juste après, pensez à quelque chose que vous détestez vraiment et qui vous stresse profondément. Il n'y a plus rien. Et je reviens après sur la première idée, c'est costaud. Bon. Et ça, encore une fois, on voit le côté concret. Et c'est par ce biais-là, par l'expérimentation de ce phénomène-là, que j'amène les gens à dire « mais non, je vais vous expliquer ». Mais ça ne se fait pas comme ça, je ne leur fais pas une conférence. Bien sûr, il n'y a pas un cours, on ne refait pas une éducation, non. on ne refait pas un parcours de vie, on ne refait pas, bien sûr. Donc ça m'a amené à écrire, évidemment, pour qu'ils lisent mon ouvrage. Ma thèse également, j'en ai fait une thèse de 100 pages, voilà, pour qu'ils puissent vraiment se nourrir. Et ça, c'est... Parce qu'encore une fois, c'est vrai qu'on rentre là, on n'est plus dans la science dure, donc finalement, on est dans l'amour de la sagesse, la philosophia. Hein. Et ce n'est pas une chose qu'on apprend par cœur.
Moi, ce que j'ai déploré, j'ai eu la chance de faire une bonne faculté, ce qu'on voit souvent en philosophie, c'est que on apprend des auteurs les uns à côté des autres, et s'en sort celui qui a une mémoire structurée. Très bien. Mais pour moi, la vraie philosophie, c'est celle qui se médite. On médite sur le télos, on médite sur l'être humain, on médite sur l'amour, on médite sur le bien. Le bien, ça ne se montre pas du doigt, on médite dessus. C'est quoi le bien en soi? Et c'est quoi le bien pour moi après? Et le bien de Marc, votre bien n'est pas le même, votre bien propre n'est pas le même que le mien. Il y a un commun, parce qu'on est des êtres humains. Mais on a aussi un bien propre qui nous est propre individuellement. Donc il faut faire la distinction des deux. Et là, on va méditer, on va creuser. Mais ça, c'est jamais enseigné en philosophie. Sinon, sous le rapport, parfois, quand les gens, quand ils étudient Aristote, ils vont dire « Ah ben si, on a vu ça ». Enfin, c'est vite écarté parce qu'il y a plein d'autres auteurs philosophiques qu'il faut étudier. Et donc, on ne laisse pas aux gens le temps de méditer. Et moi, j'aime faire un peu méditer, petit à petite dose, comme ça, à mes patients. Parce que ça va contribuer à amener, faire germer cette paix intérieure. Parce que ça passe par l'intelligence. Et ce sont des choses simples que je vais exprimer aux gens, quel que soit leur niveau d'études. Parce que, honnêtement, je ne suis pas cartésien. Aujourd'hui, on en fait des gargarismes en disant cartésien, donc les chiffres 1 + 1 = 2. Oui, mais ce n'est pas du cartésianisme, ça. C'est poussé à l'extrême, ça devient imbuvable. Je ne crois que ce que je vois. Oui, c'est ça. Or, il y a des choses que je ne vois pas et qui existent. L'énergie. Absolument. L'amour. L'amour. Tu sais, je t'aime, mais ça ne se voit pas. Et pourtant. Bien sûr. Ça veut dire que la kinésiologie, qui a été votre premier amour, si je puis dire, aujourd'hui, même en naturopathie, vous commencez déjà par cet exercice-là pour conforter ceux et celles qui vous consultent en disant, voyez, on peut avoir aussi une autre approche, et on commence par ce test musculaire notamment. Oui. Et je le fais sur 28 muscles. Ah oui. Sur 28, pas uniquement celui-là, mais 28 muscles. Donc ça me donne tout un spectre. Parce qu'il y a 14, il y a plein de méridiens, mais on en retient 14. Et chaque méridien a un sens. On va spécifier le sens de chaque méridien. Si sur ce méridien l'énergie passe, ça veut dire quelque chose. S'il ne passe pas, ça veut dire quelque chose, autre chose. Idem sur d'autres méridiens. Chacun a sa spécificité. Ce n'est pas uniquement un organe. Voilà. Donnez-moi un exemple de quelqu'un que vous avez suivi avec un avant-après qui est très parlant. C'est-à-dire qu'à l'issue de quelqu'un qui vous consulte, et je suis convaincu qu'il y a des gens qui se disent « Bon, allez, ok, je vais le consulter, mais bon, alors voyons ce qu'il va me dire. J'ai tout testé, j'ai tout tenté, j'ai fait des tas de trucs. Bon, allez, peut-être qu'un naturopathe, éventuellement, ça pourrait me permettre de... » Et là, il va faire les 14 tests d'entrée de jeu. Et qu'est-ce que ça dit de cette personne, si vous avez un exemple? Alors bon, j'ai un gros exemple que je rapporte dans mon livre, effectivement, mais déjà, les gens vont être étonnés. Ils vont être étonnés de voir que dans la grande majorité des cas, les muscles ne tiennent pas. Ils ne tiennent pas. Et ils vont dire, après tout, c'est normal. Non, c'est pas normal. Et puis surtout, moi, je me souviens être allé à Mimizan et avoir été convoqué par un ensemble de gendarmes. Et je les voyais, alors je les avais à la file indienne, dans mon cabinet, ils m'avaient réservé une salle, et dans la salle à côté, ils faisaient des haltérophilie, ils faisaient de la musculation, très bien. Et j'étais surpris de voir que des muscles, et parfois pas 1 ou 2, mais parfois 3, 4, 5, 6, 7, ne tenaient pas. Et pourtant, je constate, oui, parce que l'idée, c'est d'isoler un muscle, et on va le tester, ce muscle-là. Alors, je suis là, ils font la grimace, mais ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Et moi, je ne suis pas très costaud. Je ne suis pas 2 mètres de haut avec des bras, enfin, des épaules larges comme ça. Mais voilà, ça ne tient pas. Donc, ce n'est pas une affaire musculaire. C'est d'abord une affaire énergétique. Les muscles, ce sont des fibres musculaires avec les protéines d'actine, de myosine qui vont permettre que les fibres coulissent, etc., etc. Mais l'énergie, c'est autre chose. Et oui. Et pour compenser le manque d'énergie dans un muscle, ils vont toujours utiliser un ensemble, un complexe, un groupe de muscles qui font qu'ils vont pouvoir porter des choses très lourdes, battre autrui, bras de fer ou que sais-je. Mais c'est toujours
un ensemble de muscles qui sont sollicités, qui est sollicité, un ensemble. Alors que normalement, en kinésiologie, moi, je vais tester, je vais isoler, tâcher d'isoler un muscle, dire, on va isoler et on va travailler comme ça. Ah ouais, tiens, il ne tient pas. Parce que votre énergie, elle ne passe pas, elle. Vous avez beaucoup de fibres musculaires dans votre muscle, il est costaud et très bien, mais il n'y a pas l'énergie. Et l'énergie, c'est quelque chose d'immatériel. Eh oui, bien sûr. On n'est pas dans des protéines. Bien sûr. Avec l'ADP ou l'ATP, l'adénosine triphosphate, en nombre suffisant, etc., avec les réactions aérobies et anaérobiques, bref. Alors, donnez-moi, alors pas les 14, mais quelques muscles sur lesquels vous travaillez. Bon, je peux commencer par le sus-épineux, qui est comme ça. Avec le bras, hein. Oui, c'est ça. Ok. C'est-à-dire qu'on est comme ça, et je me mets derrière, et je vais ramener le bras ici, c'est le sus-épineux, c'est le méridien conception, vaisseau conception. Okay. Après, j'ai le petit rond qui est le vaisseau gouverneur, etc. Tout à l'heure, je montrais le grand pectoral claviculaire, l'estomac. Voilà, donc je les cite en général. Quand je fais les 14, c'est 2 fois 14 égale 28. Voilà, je vais les citer. Et donc je vais toujours associer dès le départ, et ça, je n'avais pas appris ça en kinésiologie au départ, par la personne qui m'a formé, je vais toujours y amener de la psychologie. Ah oui. Il y a une concomitance d'apport psychologique tout en cherchant à restaurer avec les points d'acupressure qui vont bien, tonification, sédation, parce que l'énergie, elle vient d'où? C'est une vraie question. Tout à l'heure, je parlais de causalité. Mais quand on reprend la typologie des causalités, je l'explique dans mon ouvrage, il y a quatre principales causes, avec après des causes dérivées. Vous avez la cause finale, on parlait du télos, la cause finale, la cause formelle, la cause efficiente et la cause matérielle. Et on ne s'appuie que sur la cause matérielle en général. Je vais manger du sucre, ça va me donner un coup de boost et puis je vais pouvoir... C'est la cause matérielle. En prenant des glucides ou des hydrates de carbone qui vont bien, des bonnes, si possible. Oui, mais les autres causes qui feront que j'aurai des muscles, cause finale, cause formelle, cause efficiente, voilà. Et quand on les développe, quand on les travaille, quand on médite dessus, on va dire, mais... Et là, on va pouvoir, et par le biais de la psychologie, je vais nourrir un peu la cause formelle et finale, en fonction de la vie de la personne. Parce que dans un premier temps, et puis aussi efficiente, éventuellement, parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, mais je veux bien, mais je ne veux pas, en fait. Je veux guérir, mais je ne veux pas guérir. » Parce que si je guéris, ça m'est arrivé, des personnes qui me disent « Ouais, mais si je guéris, mes enfants ne viendront plus me voir. » Alors, moi, je suis triste, parce que je me dis « Mais bon, donc il faut redonner envie que les gens guérissent, vraiment. » Parce qu'effectivement, si je guéris, on ne s'occupera plus de moi. Je serai tout seul. Cette dimension psychologique que vous évoquez, ça passe par quoi en fait? C'est quoi? C'est entrer dans la vie quotidienne de la personne pour connaître sa psychologie du quotidien, pour connaître son équilibre de vie? Alors bon, quand je pose des questions, effectivement, je vais demander à la personne de me raconter un petit peu sa vie, quels sont surtout les gros traumas qu'elle a eu. Bon. Mais dont elle est consciente. Oui, tout à fait. Oui. Je vais éviter de faire de la récession d'âge, parce que pour aller... c'est un peu comme quelque chose qui est enquisté. Vous avez, il y a des choses physiquement qui sont enquistées et le médecin dira, écoutez, il est là, il a été enfermé dans une coquille, on n'y touche pas. Moi, je me souviens... c'est pas rare de vouloir désenquister des trucs, et du coup, le mal se répand dans le corps humain, et c'est catastrophique. J'ai la sœur d'une de mes cousines qui avait un bouton de beauté, un point de beauté, une graine de beauté, sous l'aisselle, et du bon, c'est pas grave, on va l'enlever. C'était fini, la fille, elle est morte. Ça a été la conséquence. Donc c'est enquisté, touche pas, quoi. Ça veut dire que si on peut essayer de le résorber, très bien, on va mettre de l'argile, mais on ne va pas les gratter, quoi. On ne va pas tâcher à triturer qu'un bistouri. Ça, c'est pas bon. Oh, bon. Et c'est pareil pour... Non, mais ça vous vous rendez compte, ça remet en question plein de choses. Ben oui, c'est bien. Non, mais c'est terrible. Parce que... oui, la finalité. On parle de la finalité, là. La finalité, c'est là. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans 90% des cas, vous soupçonnez quelque chose, vous allez donc voir un médecin, le médecin, que ce soit un dermato en l'occurrence, vous dit ça, allez, on va faire une biopsie ou éventuellement on le retire. Or, vous dites, surtout pas.
Alors après, vous avez des névus et des machins. Ça peut se développer finalement en cancer, en mélanome. Mais si la personne, si on voit bien que voilà, c'est vraiment kysté, hein, c'est vraiment enfermé dans une coquille, voilà, il y a une gangue autour, il vaut mieux ne pas toucher, quoi. Il vaut mieux ne pas toucher. Hein. Eh bien, au niveau de l'âme, c'est pareil. Hein. Un autre élément, oui, quand c'est enquisté au fond, j'ai raconté une histoire, bon, la personne va se reconnaître, mais c'est une histoire très très belle, très très belle. Elle va se reconnaître quand elle verra l'émission, c'est que la personne avait un kyste sur un ovaire. Et puis un jour, a posteriori, on voit à peu près quelle est la cause de ce kyste. Et puis un jour, il y a un garçon qui lui dit bah, écoute, moi je t'aime, est-ce que tu veux bien m'épouser ? Est-ce que tu veux bien m'épouser ? Son sang n'a fait qu'un tour. Elle n'entendait que ça, mais elle attendait. Ça a été une libération, notamment du kyste. Qui a disparu. Elle a senti comme de l'eau, ça a pété, ça a été évacué, terminé. Mais ça s'est fait naturellement. Ils n'ont pas gratouillé. Oui, bien sûr. Ça a été une libération. Donc il faut laisser les choses se faire, mais par le haut. Pas par le bas, pas par la cause matérielle. Il faut le faire par la cause finale, en vue de quoi, ou la cause formelle ou efficiente. Mais je veux vraiment guérir. Ah bon, vraiment maintenant, je vais vous le prouver que je veux guérir. Rien que ça peut déclencher des choses, parce que la nature est bien faite. Hein, je pense à dernièrement, mais on sait ça depuis longtemps, mais l'histoire de la température du corps, le fait d'avoir de la température, c'est un bienfait pour le corps humain. Ça va permettre d'évacuer et de tuer des bactéries nocives. Donc il ne faut pas, systématiquement, je n'ai pas le terme, il m'échappe, le médicament qui va permettre de baisser la température. Vous voyez ? Non, il est là, il faut juste faire en sorte qu'il ne monte pas à 43, à 44. Quoi. On va maintenir à 39, 40, mais pas plus. Juste. Mais la température, elle a sa raison d'être, la température. Et toute chose dans le corps humain a sa raison d'être. Alors je reviens sur l'âme, c'est pareil. Aller chercher en récession d'âge, des choses qui... Vous vous souvenez pas, quand vous aviez 13 ans, machin... alors la personne, pendant une semaine, 15 jours, elle va réfléchir au sujet et dire « Ah oui, je me souviens... » Pas bon. Ça va remettre en question. C'est enquisté. Ça va remettre en question beaucoup de thérapeutes qui viennent s'installer sur les canapés, hein, en disant qu'il faut aller rechercher la plupart du temps la problématique qui fait que... Il faut faire confiance à la nature. Chercher la cause pour résoudre le problème dans l'instant présent. Il y a une cause supérieure. Parce que l'âme est l'acte du corps. C'est donc dans la psyché qu'il faut aller chercher la cause. Si elle est spontanée, très bien, on va la traiter. Si elle passe... Moi, il y a des gens qui... au fur et à mesure que les séances passent, se disent « Tiens, je me souviens d'un truc. » Très bien, je vais le traiter. Mais allez gratter. Si, il n'y a pas un truc, vraiment, cherchez bien. Au début, j'ai fait ça. Au début. Pas bon. Je m'en suis rendu compte. Tout ce qui est agent étranger, corps étranger, soit c'est enquisté, soit c'est évacué, tant au niveau du corps qu'au niveau de l'âme, mais ça va se faire naturellement. Il y a une résilience naturelle et du corps et de l'âme. En fait, encore une fois, comme l'âme est l'acte du corps, il va y avoir une résilience substantielle et concomitante des deux, ensemble. C'est ensemble. C'est pas deux choses différentes. Même si l'une est immatérielle, c'est l'âme, et l'autre est matérielle, c'est le corps. Encore une fois, si l'âme est partie, le corps il se décompose. Voilà. Donc, oui, dès ma première séance, je vais essayer de mélanger très vite, quand la personne est sur ma table, oui, un apport, un éclairage psychologique logique. C'est très important le côté logique, le logos, plutôt que psychique. Le côté psychique va apporter quelque chose, un état de fait. C'est psychique. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le logos. Voyez ? Donc c'est le discours. Et le discours qui va chercher quoi ? Donc c'est dans l'intelligence. Et quel est le but de l'intelligence ? C'est la vérité. Je ne vais pas chercher l'erreur, chercher la vérité. Et quel est le moteur qui va nous faire trouver la vérité ? C'est la causalité. Et pourquoi c'est là ?
C'est là, ok, mais si je ne sais pas pourquoi, j'en serais indifférent à la chose. Si j'ai trouvé la cause, mais c'est vachement important. Donc il faut bien aller chercher la cause. Il faut chercher la cause. Oui, d'accord. Parce que là, on va... Et la plus haute possible. Parce que ça va régler d'autres problèmes en même temps. Tiens, vous m'avez réglé ça, mais du coup, j'ai aussi ça qui s'est amélioré. Ben oui, c'est logique. C'est logique. Alors c'est vrai qu'on a une image du naturopathe qui n'est pas tout à fait celle-ci. Mais oui. Le naturopathe, on a tout de suite l'image de 3 plantes, 3 graines et 2 cataplasmes. Voilà, nous sommes d'accord. C'est un peu triste et on revient, malheureusement, la naturopathie réépouse les principes de la médecine chimique. En ce sens, réépouse petit à petit, en tout cas chez certaines personnes, parce qu'ils vont remplacer le produit chimique, purement chimique, par du produit naturel, une plante ou quel que soit son conditionnement. Et vous avez telle pathologie, je vais vous donner plusieurs plantes. C'est pas mal, hein, c'est mieux que la chimie, c'est clair. Mais ça reste matériel. Et après... quand vous allez dans des parapharmacies, par exemple, personne n'est capable de lire correctement ce qu'il y a sur les emballages, sur ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. C'est extrêmement compliqué. Et il y a même un naturopathe qui est venu s'installer là et qui dénonce aussi, notamment, de la formation des naturopathes jusqu'à les laboratoires qui se disent 100% bio, 100% ceci, 100% cela, et dont... ne serait-ce que la gélule en elle-même, elle est toxique. Ben oui, alors par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur de la gélule. C'est incroyable. Oui. Donc, pour le grand public, si on n'est pas suffisamment, informé, bien accompagné, c'est impossible de s'en sortir et de savoir exactement le pourquoi du comment. C'est sûr, aujourd'hui, et c'est un petit peu malheureusement l'arme de ceux qui tiennent les cordons de la connaissance, si j'ose dire, c'est de favoriser la confusion. Ouais. Voilà. Encore une fois, si vous avez une approche purement matérialiste, il y aura autant de cellules qu'il faudra d'intervention, quoi. Ça c'est par le bas. Alors, comme le corps humain est très, 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 très complexe, on va dire, attendez, des cellules, il y a 10 puissance 13 cellules. 10 puissance 13 cellules du corps humain. C'est bon, mais... Enfin, je ne sais pas si on s'en rend compte. C'est beaucoup plus simple si on peut traiter la cause, qui va pouvoir traiter l'ensemble des cellules. Et j'avance un tout petit peu dans ce que je veux faire passer. C'est que, et là aussi, je vais peut-être faire hurler, pour le coup, des psychologues, mais enfin, moi, ça me paraît tellement évident, après nombre beaucoup de temps passé à cette méditation-là, c'est que qu'est-ce qui fait le cœur de la psychologie ? C'est la force d'âme. C'est pas de dire, écoutez, vous avez eu tel traumatisme, donc je vais vous dire comment, comme dit Coluche, je vais vous en passer. Il est là, Coluche, je l'ai vu. Alors, comment vous en passer ? Non. C'est... oui, c'est ça quand il était rentré dans une gendarmerie, oui, c'est ça. Non, c'est de donner de la force aux personnes, donc des outils de force. Et la force, en latin, ça se dit virtus. C'est le vice, certes, VIS, mais c'est aussi virtus. Vir, c'est l'homme, en latin. On a vice et vir, vous voyez, bon. L'homme et la force. Et la virtus doit être au cœur de la psychologie. Il faut enseigner les vertus. Des choses, et des vertus, elles sont... c'est pas chacun sa vertu, c'est... Je les ai répertoriées, je donnais les définitions en reprenant les étymologies. J'ai vraiment fait un travail un petit peu en profondeur. Je prends le mot de patience. Tout à l'heure, je suis arrivé, bouchon. Bon. Et je me suis dit, mon gars, vertu de patience. Tu vas souffrir en silence. Patior, souffrir. Tu vas souffrir en silence. Et puis, tu vas faire confiance à Marc. Tu ne vas pas t'imaginer qu'il va trépigner. Qu'est-ce qu'il fait encore ? Non, plus du tout. Bon. Pas du tout. Voilà. Et donc j'ai essayé de faire œuvre de patience. Vous voyez, c'est une vraie force. Sinon, je vais stresser, je vais me bouffer les doigts, je vais klaxonner,
Et je vais m'abîmer. Et je vais m'abîmer. Et vertu d'humilité, vertu de modestie, vertu d'obéissance éclairée, vertu de justice, vertu de tempérance. Il y en a une ribambelle qui sont classables et qu'on peut classer par des vertus morales cardinales et puis les 5 vertus intellectuelles qu'ils n'ont jamais enseignées à l'école. Hein. La vertu de sagesse, la vertu d'intelligence, autre que la faculté, la vertu d'intelligence, la vertu de science. La vertu de science, c'est fondamental, la vertu de science. Oui, il faut faire des sciences. La vertu de prudence, qui a une partie morale et une partie intellectuelle. Quand on dit morale, on pense à volonté. Il faut penser volonté quand on dit morale. Et la vertu de l'art, qui est de mettre de l'ordre dans les choses extérieures. Mais on ne fait pas n'importe quoi. Donc, parce que, comme on dit, ars imitatur naturam, l'art imite la nature. Et nature est si belle qu'on essaie de l'imiter, quoi. De l'imiter avec un apostrophe. Donc, au cœur de la psychologie, ce que je vais essayer d'enseigner, de donner, de transmettre, enseigner, non, mais surtout de transmettre, qu'ils aient envie de continuer, c'est l'amour des vertus. Parce qu'ils vont là installer le terrain de la paix intérieure. Quelqu'un qui est vertueux, il sera un terrain de moins. Plus il sera vertueux, plus le terrain sera résistant aux agressions bactériennes, virales et fongiques et des champignons. La paix intérieure donne une force intérieure. Donc, il faut développer les vertus. Voilà. C'est très important, effectivement, de prendre ça en considération. Et cette approche, alors j'allais dire philosophico, spirituello, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter pour la naturopathie ? Si on veut y mettre, oui, le mot du mot nature aussi, naturo-philosophique. Hein. Ouais, naturo-philosophique. J'aime beaucoup. Il y a 4 chaires en philosophie. Vous avez la métaphysique, la philosophie morale et politique, la philosophie. Alors on peut mettre un ordre, je mets dans un ordre dispersé. La logique et la philosophie de la nature. Et la naturopathie appartient de droit à la philosophie de la nature. Traiter, sévir, si j'ose dire, dans la naturopathie, en naturopathie, c'est faire de la philosophie, mais de la nature. Et donc le spectre de cette discipline est extrêmement large, parce que sous ces 4 chaires que je viens de noter, on retrouve tout, même l'informatique, qui est dans la logique. Ça appartient à la logique. La physique, science physique, ça appartient à la philosophie de la nature. Voilà. Il y a une partie de philosophie de la nature en informatique, une partie. Parce que là, on est en physique quantique, notamment des champs. Physique quantique des champs, j'ai beaucoup travaillé dessus, c'est très intéressant. Mais quand on a ces 4 chaires, et avec au-dessus la métaphysique, et tout ça c'est ordonné, c'est emboîté, c'est cohérent, après, ça donne de la perspective sur ce qu'on doit faire, sur ce qu'on peut faire, et ne pas aller savoir ne pas tomber dans l'illusion ou dans des. Mais ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, et ça va ordonner nos actes, ça va ordonner. D'abord, la première chose qui est encore une fois, c'est ordonner ses gestes, ordonner sa pensée, ordonner ses paroles. Voilà. Et là, on pourra mieux faire de la pédagogie parce que ce sera plus clair. Absolument. Et je vous en remercie. Pour quelqu'un qui a redoublé sa 6e, redoublé sa 3e, qui a fait 3 échecs au bac D, qui a passé 2 fois son DOG en économie. Oui. C'est ça, hein ? Oui, c'est ça. Qui a été réserviste avec 3 échecs au concours d'état-major. Oui, c'est ça. C'est quand même... Non, mais je veux dire, j'espère que votre papa a eu le temps de vous dire à quel point il était fier de vous. Il est toujours vivant. Pardonnez-moi. Il a 94 ans. Oui, je pense que oui. Et qu'il doit peut-être regretter cette phrase. Oui, il l'a oublié. Il l'a oublié ? Il l'a oublié. Bon, en tout cas... Non, j'aime beaucoup mon papa. Évidemment. Bravo, parce que je trouve que cette philosophie de la nature, je pense que la définition même de la naturopathie, c'est la philosophie de la nature. Oui, c'est ça. Oui, mais oui, c'est ça. J'ai jamais dit comme ça, j'ai jamais osé faire une identification, une identité entre les deux. Mais oui, c'est vrai, absolument. C'est la philosophie de la nature humaine. Oui.
Et c'est vrai qu'on comprendra mieux après les plantes et les animaux, c'est vrai. Les astres. Et on va d'ailleurs mettre ça comme titre. Il y a un concentré des lois de la nature sur l'être humain. Donc on devrait s'arc-bouter sur la connaissance de l'être humain. Et moi, j'ai énormément de rejets de plein de gens quand j'aborde le sujet. Non, sûr. Je ne vais pas trop dire, mais c'est sûr. Ni même donner des métiers, des gens. Mais de quoi ils nous parlent? Mais ça. Non. C'est sûr. Je préfère faire des maths et de la physique et nature. Mais de quoi ils parlent nature humaine? Or, c'est par excellence ce vers quoi doit se porter l'intelligence. Parce qu'on sera beaucoup plus fort dans tout le domaine, a fortiori en psychologie, en sociologie, en économie, qui est une matière. L'économie, c'est pas une matière dure, hein, c'est une matière humaine, hein, c'est une discipline. Peut-être pour ça que ça ne marche pas en France. L'économie. Mais non, mais c'est vrai, parce qu'on ne nous a pas de Kantorowicz, on nous dit voilà, on va faire des mathématiques et de l'économétrie, tout par l'économétrie. J'ai un exemple, le directeur, un polytechnicien qui est arrivé un jour à la SAGEM, on lui dit écoutez, vous allez remonter la SAGEM parce que. Il est arrivé où 3 ans plus tard, il s'est suicidé. Et des cadres supérieurs m'ont dit, mais c'est parce qu'il avait appliqué son modèle économétrique, ça n'a pas marché. Et on fait un audit, pas que des chiffres et des comptes de résultats et autres. On fait un audit du personnel en profondeur, car c'est eux le moteur. Voilà. Bravo. Patrick, merci infiniment. Je trouve que c'est évidemment très intéressant. Alors d'abord, est-ce qu'on peut on ne peut pas vous consulter à distance? Assistance. À distance. Je peux donner des conseils. Des conseils, si on peut le faire à distance pour les conseils. Mais c'est vrai que tout ce qui est tests musculaires et autres, et notamment avec la première approche que vous avez, enfin la première partie dans votre approche, c'est plus compliqué. Alors là, j'ai essayé de monter, mais pour l'instant, ça n'a pas pris, de monter une formation pour la résilience. C'est-à-dire qu'on va très bien, on va vers des temps malheureusement qui semblent un petit peu compliqués demain. Et donc, il risque d'avoir pénurie médicamenteuse, de produits médicinaux ou paramédicinaux et alimentaires. Et comment faire pour se guérir si les gens n'ont plus leurs produits, leurs médicaments? Eh bien, il faut utiliser sa propre énergie. Et comment utiliser sa propre énergie? Eh bien, j'explique ça et je fais des formations pour que les gens, après, entre eux, se fassent des consultations. Voilà, moi, je ne touche rien, mais je leur donne des formations pour qu'ils puissent, assez succinctes, mais très efficaces, pour qu'ils puissent aller chercher l'énergie qui sont au fond d'eux et la canaliser, la restaurer, et avec une bonne psychologie, avec le bouquin qui va permettre de... Bravo. Voilà, je leur donne ça. Je remets le visuel à disposition. Nature humaine, mode d'emploi. On vous mettra les liens pour que vous puissiez évidemment vous procurer cet ouvrage et harmoniser votre âme et votre corps. On a souvent tendance à en parler. Bien sûr, on en parle beaucoup dans ces émissions, mais le côté pratico-pratique, c'est aussi quelque chose d'essentiel. Ah oui. Et la pédagogie, la vulgarisation du propos, ah oui. Ça, c'est des choses sur lesquelles je suis très, très à cheval parce que c'est des notions, écoute ton âme, parle avec le cœur, il faut faire en sorte que, voilà, le cœur, âme, esprit, évidemment, on sait que c'est le combo parfait, mais dans la matière, proprement dit, dans tous les jours, entre emmener les enfants à 8h le matin, les récupérer et puis payer ses factures d'élèves, à quel moment on est cœur, âme, esprit? Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours ça, c'est ce côté pratico-pratique qui est essentiel. Merci Patrick. Merci beaucoup Marc. Merci infiniment. Vous allez évidemment commenter avec bienveillance comme toujours. On va lire tout cela très attentivement. On vous met les liens pour entrer en contact avec Patrick évidemment. Prenez soin de vous comme toujours et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous, merci.